Bonjour à tous, bienvenue pour cette 7e édition des Clés de l'Immo, les Clés de l'immobilier, ici en direct depuis le studio télé de Figaro Immo, sur la page Facebook de Figaro Immobilier et sur Figaro Live. On est là pour répondre à vos questions, vous rendre service à vous qui souhaitez investir dans l'immobilier, acheter une maison, faire construire, trouver un bon placement. Après la vente, après le budget, après le financement, on va parler investissement aujourd'hui. On va parler SCPI, on va parler SCI. Quelles sont les villes qui vont prendre de la valeur, celles à suivre, des opportunités. On va en parler ici. Chaque semaine, on a un expert pour répondre à vos questions. Et aujourd'hui, on est très content d'avoir un expert économiste, directeur du Cercle de l'Épargne. C'est Philippe Crevel. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe Crevel, déjà, quelques mots sur le Cercle de l'Épargne. Alors, le Cercle de l'Épargne, c'est un centre d'études et d'information sur l'épargne et la retraite également, et qui réalise à longueur d'année des études, qui examinent également des besoins, les attentes des Français en matière d'épargne, de retraite, et on a évidemment de nombreux focus sur le patrimoine, qu'il soit mobilier ou immobilier. Alors l'immobilier justement, merci, vous avez été très nombreux à poser des questions depuis lundi, depuis qu'on sait que vous allez être parmi nous. Et on va comme ça dérouler pendant une demi-heure différentes questions. Si vous nous suivez en direct, vous voulez nous interpeller ou poser des questions, n'hésitez pas sur Figaro Immobilier pour les clés Limo. On est là évidemment pour y répondre en essayant d'être le plus clair possible, concis possible. Il y a des choses très techniques, mais bon, on va essayer quand même d'être très clair. Et on va démarrer par la première question. Alors c'est une question d'Anita. Anita demande, faut-il investir en Pinel avant la fin de l'année ou mieux vaut-il attendre 2019 ? Eh bien, les deux réponses sont possibles. Premièrement, c'est vrai qu'investir aujourd'hui dans un Pinel, on n'aura pas le droit, on ne bénéficiera pas de la réduction d'impôt au titre donc, de 2018 sous forme d'acompte qui sera versé par les pouvoirs publics dans le cadre de cette fameuse réforme du prélèvement à la source, donc au mois de janvier. Ça ne veut pas dire qu'on perd l'avantage fiscal lié à une opération qu'on mène aujourd'hui, en 2018, sur le Pinel. Simplement, il faudra attendre le mois de septembre pour en bénéficier. Puis d'autre part, il y a un autre avantage quand même de le faire maintenant, c'est que le taux du prélèvement qui sera fait donc à partir du mois de septembre 2018 prendra en compte l'opération du Pinel et donc ça diminuera le taux de prélèvement. En revanche, pas d'acompte, les fameux 60% versés au mois de janvier. Donc certains disent il faut attendre 2019. Moi je dirais ça peut être intéressant de le faire quand même en 2018. On rappelle simplement on achète généralement dans le neuf, en Pinel, un bien immobilier que l'on met en location pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans et qu'on a des réductions d'impôts qui peuvent aller jusqu'à 21%. Est-ce que ce sera aussi intéressant l'année prochaine ? Ça aussi on ne le sait pas par rapport au-delà du prélèvement à la source. Le système est conservé, il n'y a pas de modification, donc ce sera aussi intéressant avec ou sans prélèvement à la source et on conserve. Donc, il n'y a pas de panique à avoir et il faut savoir que le Pinel a été justement réintroduit dans le dispositif d'acompte donc anticipé au mois de janvier comme les emplois de proximité. Et donc, pour ceux qui ont fait des Pinel en 2017, ils vont bénéficier dès le mois de janvier en fait d'une avance de trésorerie par rapport à ce qu'ils pouvaient attendre dans l'ancien système. Très bien, question de Jérôme. Quelles sont les villes qui ont un fort potentiel de plus-value d'ici 5 à 10 ans ? Alors ça, c'est la grande question. Sur quelles villes il faut miser, celles qui vont prendre de la valeur dans 5 ou 10 ans ? Alors, évidemment, on a toujours tendance à regarder celles qui ont bien performé justement ces 5 ou 10 dernières années. C'est une erreur souvent qu'on commet parce que c'est rassurant. Et il faut évidemment se projeter dans les 5 à 10 prochaines années. Donc de voir quels sont les critères à prendre en compte. Premièrement, le développement économique, le développement démographique, les services qui seront donc le cœur donc, des villes dans les prochaines années, si ça se développe ou si ça se restreint. Et donc là, il faut regarder un petit peu les villes clés en France. Et puis là, on va voir qu'il y a par exemple le Grand Paris. Alors, mais le Grand Paris, est-ce que c'est pas un peu une tarte à la crème aussi là ? Le Est-ce Grand que Paris, tout sera construit au niveau des transports ? Parce qu'on peut dire, par exemple, la ligne 15 Sud, oui, ça se sera fait, mais après le reste... C'est pour ça qu'il faut mieux opter pour les villes qui se trouvent dans le sud de la région parisienne, pas trop loin de Paris, donc Châtillon par exemple, c'est très bien, ça se trouve assez près, Montrouge pareil, c'est pas trop loin, et on pense que là les transports seront réalisés. C'est vrai que choisir d'autres villes, par exemple Pazot-de-Saclay, là où on ne sait pas encore la date de réalisation de cette fameuse ligne qui devrait desservir les centres de recherche français, là c'est beaucoup plus hypothétique.
Mais donc là, c'est le Grand Paris. C'est vrai que c'est souvent soulevé. Montrouge, donc Châtillon, Bagneux peut-être aussi. Bagneux, il y a beaucoup de projets d'investissement, beaucoup de projets de programmes immobiliers qui verront le jour aussi. Et puis... Alors si je vais en province, évidemment, il y a Rennes, qui est aujourd'hui une des villes qui connaît le meilleur taux de progression de ses prix, qui n'est pas encore trop cher par rapport à Bordeaux ou par rapport à Lyon, où il y a plein de quartiers neufs qui sont en train de se mettre en place, avec un avantage, c'est qu'il y a à la fois des bureaux et à la fois du logement. Et ça, c'est très important, situé près de la gare ou près du parc Tabor. Et là, on peut avoir des prix intéressants. Il y a d'autres villes, il y a Angers. Angers, bien sûr. 1h25 de Paris par la ligne à grande vitesse. Tout à fait. Ouais. C'est une ville où il y a une qualité de vie importante. Il y a des projets immobiliers en cours. C'est quelque chose qu'il faut regarder. Je dirais que on peut regarder également la Touraine, qui a été un peu délaissée ces dernières années, comme Tours, qui recommence un petit peu à progresser, parce que c'est pareil, c'est 1 heure de TGV de Paris, c'est une ville où il y a une qualité de vie importante. Sinon, si on regarde dans le sud, c'est vrai qu'aujourd'hui, des villes sont très délaissées, comme Marseille, mais tout le monde se dit qu'il y a un potentiel sur Marseille important, que les prix ne sont pas élevés, donc il y aurait tout intérêt, évidemment, d'investir sur Marseille si on croit, sur 10 ans, à une appréciation assez logique. Et il y a des villes encore moins connues, Ajaccio, où là, il y a une forte valorisation, parce que la population augmente très vite à Ajaccio, du fait de l'arrivée, on va dire, de continentaux, et également du retour des Corses sur leur île. Oui, et puis on peut revenir juste sur Angers. Angers fait partie de ces villes bon marché, entre guillemets, où on peut devenir propriétaire pour moins de 2000 € par mètre carré, dans l'ancien, ce qui est quand même intéressant quand on voit par rapport évidemment à Paris, on est à près de 10 000 € du mètre carré. Enfin, Angers est vraiment à suivre. Également donc Tours, qui est à suivre. Oui, tout à fait. Rennes, Tours, bien entendu. Rennes. Et donc, on voit bien que Rennes se trouve justement en train de partir de cette catégorie des 2000 € pour aller vers 3000 €, mais reste encore abordable, alors qu'il y a d'autres villes de province qui le sont beaucoup moins, comme Lyon par exemple. Alors, question suivante, une question d'Étienne. Quand les taux d'intérêt vont-ils, selon vous, monter? Faut-il en profiter avant la fin de l'année? Alors, les taux d'intérêt, c'est vrai que c'est une vieille antienne de savoir quand ils vont remonter. Je dirais qu'on s'en rapproche sans nul doute. Pourquoi? Parce que la Banque Centrale Européenne va mettre un terme à sa politique dite accommodante. Et donc, il n'y aura plus les rachats d'obligations. Et puis, à un moment ou à un autre, elle va certainement remonter ses taux directeurs. C'est pas avant quand même le deuxième semestre 2019. Donc je dirais qu'on a avant la fin de l'année 2018 et on a encore sans nul doute pendant les premiers mois de l'année 2019 une fenêtre de tir pour emprunter en vue de faire un achat immobilier. Et juste on rappelle, évidemment, pour l'instant on est à 1,43% en moyenne, toutes durées confondues, et les taux d'intérêt ont été divisés par 5 depuis le début des années 2000, c'est vrai que c'est super intéressant. Mais donc selon vous Philippe, alors une petite remontée quand même fin d'année, mais surtout donc 2019, premier semestre, jusqu'où en fait? On va dépasser ce cap des 2%? La remontée des taux va être lente. Parce que premièrement, la Banque centrale veut éviter qu'il y ait une progression trop importante qui mettrait en difficulté les États, en particulier l'Italie, qui est un État évidemment qui a une dette très importante, et également tout ce qui est banque, compagnie d'assurance, parce qu'elles sont très sensibles à des progressions rapides des taux. Donc on va avoir un mouvement de taux, à mon avis, assez lent, et on voit qu'aujourd'hui on est à des taux historiquement bas, et que malgré la petite remontée, qu'on a un petit frémissement, il n'y a eu aucune incidence sur les taux des marchés immobiliers parce qu'il y a une forte concurrence entre les établissements financiers. Et donc pour le moment, c'est plutôt le bon moment pour investir, surtout que l'inflation reprend. Donc on a plutôt des taux aujourd'hui réels très très faibles, négatifs. Donc il faut évidemment en profiter. Question de Valentin. Alors Valentin demande qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va concrètement modifier le prélèvement à la source pour l'immobilier en cas d'investissement locatif? Alors, retenue à la source, oui. Là c'est un sujet évidemment très complexe, très sensible. Donc à partir du 1er janvier 2019, on est dans le système du prélèvement à la source pour tout ce qui est revenu foncier. C'est évidemment pas l'employeur qui va faire le versement, c'est toujours le contribuable via sa banque qui donc fera donc un transfert, un virement auprès donc du fisc, soit tous les trimestres, soit sur option tous les mois. Et donc là, on va appliquer le taux de prélèvement décidé par l'administration, qu'on peut modifier si on le souhaite selon des conditions fixées. Donc le taux de prélèvement sur les revenus fonciers à partir de la base des revenus fonciers de l'année précédente, voire pour la première partie de l'année N-2, parce qu'on fera toujours une déclaration
de revenus, où on va indiquer ses revenus fonciers. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, l'administration fiscale va recalculer le fameux taux de prélèvement, et d'autre part, ce sont ces revenus fonciers qui seront taxés. Alors, c'est mieux ou c'est plus embêtant quand on est investisseur? Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Il ne faut pas paniquer, ça ne change pas énormément. En fait, pour les revenus fonciers, c'est quasiment le même système qu'auparavant, sauf qu'il faudra faire un versement soit tous les trimestres, soit tous les mois. Ça change un petit peu pour l'année de passage, pour l'année blanche, sur les travaux. Parce que oui. Les travaux, donc vous pouvez lire sur certains sites internet qu'il ne faut pas faire de travaux en 2018 parce que l'administration fiscale ne retient que 50% du montant des travaux pour 2018 et 50% en 2019. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas déduire l'ensemble des travaux en 2018 et en 2019. Il faudrait attendre en 2020 pour retrouver le régime ancien. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous faites des gros travaux qui sont en fait supérieurs surtout à vos revenus fonciers, vous pouvez avoir intérêt à le faire parce que vous allez même pouvoir déduire plus que le montant de vos travaux en jouant sur les déficits fonciers. C'est assez complexe, mais il faut regarder ça de plus près. Très bien, question suivante. Alors Philippe, est-il intéressant d'investir dans des appartements, résidences-services ou étudiantes dans le secteur d'Annecy-Aix-les-Bains avec le statut LMNP plutôt qu'acheter un appartement classique? Alors là, il y a deux questions. LMNP, loueur en meublé non professionnel. Non professionnel. Il y a deux questions en une. Premièrement, le choix du LMNP, alors avec réduction d'impôt ou pas dans le cadre des résidences étudiantes, oui, ça peut être intéressant parce qu'il y a l'amortissement, il y a la possibilité de faire passer ça, non pas en revenu foncier, mais en BIC, en bénéfice industriel et commercial. Donc ça, c'est intéressant quand on investit dans la pierre. Deuxième question, Annecy, Aix-les-Bains. Ah oui, alors est-ce que c'est un bon secteur, ça? C'est un bon secteur. Ouais. On voit que la question a été posée par un connaisseur. Parce que Annecy, c'est une ville évidemment recherchée aujourd'hui, à la fois qualité de vie, le ski à côté, le lac, et puis le fait qu'il y a un campus étudiant qui progresse. Donc il y a une demande de logement assez importante, et puis il y a surtout le prix des logements qui est très élevé à Annecy parce qu'évidemment c'est un lieu qui a un peu une station balnéaire en fait au bord de l'eau et donc il y a une très forte demande. Donc c'est plutôt très grande attractivité pour Annecy effectivement. Tout à fait, donc c'est plutôt intéressant. Et Aix-les-Bains, qui est sur l'autre lac, un lac du Bourget, évidemment c'est à peu près la même chose. Il y a évidemment une forte demande, donc ça peut être très intéressant d'investir dans les résidences étudiantes sur ces deux villes. D'accord, très bien. Question de Sophie. Alors Sophie, on est aussi sur l'investissement. Je souhaite investir dans l'immobilier, j'ai 220 000 € et je souhaite acquérir un bien à Rennes, sans doute pour le mettre en location et en faire profiter mon fils plus tard. Est-ce que j'ai raison de choisir Rennes? On a un peu répondu tout à l'heure en disant oui. Oui, Sophie a plutôt fait un bon choix sur Rennes, parce que c'est une ville qui connaît un essor économique important, avec la gare, le quartier de la gare qui est en train d'être complètement Euro-Rennes, refait avec des bureaux, avec des sièges sociaux qui s'installent sur Rennes. Donc c'est pas simplement, Rennes ne devient pas une ville dortoir comme certaines villes qui se trouvent donc desservies par le TGV. Et donc c'est vrai qu'il y a un engouement sur cette ville. Il y a en plus un campus étudiant relativement important. Il y a des centres de recherche pas trop loin. Donc c'est vrai que Rennes a un potentiel de croissance important, surtout qu'elle était un petit peu en retrait par rapport à d'autres villes comme Toulouse, comme Nantes. Et donc là, il y a une valorisation possible. 200 000 €, on trouve des surfaces de 3 pièces, par exemple, sur Rennes, avec 200 000 €. Il faut se dépêcher, parce que c'est vrai qu'autour de la gare... 220 000 €. 220 000 €, autour de la gare ou près du parc Tabor, les prix commencent à monter assez rapidement. Donc elle a intérêt, Sophie, à faire son placement dès maintenant. Oui, Sophie, on peut dire, en tout cas, c'est un très bon choix qui est validé par Figaro, Figaro Immobilier, Figaro Immo, tout ce que vous voulez. Dans le palmarès des villes où investir, on l'avait classé en 3e position cette année, après Montpellier et Nantes. Rennes était 3e. Les prix, c'est vrai, ont un petit peu monté, mais ce qui est important aussi pour un investisseur, c'est la carence locative. Et la ville de Rennes est une ville extrêmement étudiante. Pas de carence locative, ville très jeune, la moitié de la population a moins de 30 ans. C'est une ville qui a beaucoup de projets, qui bouge énormément. Alors c'est vrai que pour les Rennais, on voit il y a près de 84 grues dans le ciel de Rennes. C'est absolument énorme les travaux qu'il y a. Mais en tout cas sur le long terme et de demander s'il c'est bien de faire un investissement locatif, c'est plutôt un bon choix. C'est un bon choix. C'est un bon choix. Alors, question d'Agnès. On me déconseille d'investir dans l'immobilier à Bordeaux. Est-ce trop tard
ou investir dans l'immobilier en Gironde côté mer pour faire une plus-value en construisant et en rendement locatif? Alors Agnès pose une question également très intelligente, à savoir est-ce qu'il faut aller à Bordeaux après, on va dire, 10 ans de très forte croissance des prix de l'immobilier sur cette ville qui a bénéficié à la fois du nouveau tramway, des quais qui ont été complètement embellis, qui sont devenus donc un lieu touristique majeur de la ville. Mais c'est vrai que plus 50% voilà, en 10 ans, et près de même 20% sur les 2 dernières années. Oui, oui. On est maintenant à plus de 3 000 euros, 3 500 euros sur certaines réalisations. Beaucoup plus même. Il faut savoir qu'on dit souvent que Bordeaux est à 4 500 euros par mètre carré en moyenne, mais en fait, le centre de Bordeaux, on est à près de 7 000 à 8 000 euros par mètre carré. C'est-à-dire, c'est l'équivalent des quartiers du nord-est de Paris. Pour vous donner simplement, vous rendre compte de l'évolution de ces prix, à Bordeaux, c'est absolument phénoménal. Bordeaux, victime un peu de son succès. Ville très attractive, mais victime de son succès. Et il faut regarder plusieurs points sur Bordeaux. Premièrement, le développement économique de la ville. Certes, il y a le vin, certes, il y a un peu d'aéronautique, mais c'est assez limité. La ville n'est pas, comme Toulouse, un champion économique, malgré le travail du maire ces dernières années. Deuxièmement, Bordeaux a connu une forte croissance sur ses prix, qui fait qu'aujourd'hui, oui, on atteint quand même un sommet, avec l'engagement de projets immobiliers très important, en particulier près des bassins à flot. Et donc ces projets arrivent tous en même temps, donc avec beaucoup de logements locatifs, dans des zones peu desservies par les transports, avec peu de services, donc il va y avoir de la vacance, et ça commence. Alors il reste des quartiers à Bordeaux qui peuvent être intéressants. Le nouveau quartier rive droite de la Bastide, là, où ils veulent faire quelque chose d'assez développement durable, lié avec une qualité assez importante, oui, il faut regarder. Mais attention au prix, et il ne faut pas y aller automatiquement. Ces dernières années, quand on avait Bordeaux, les gens signaient quasiment le chèque immédiatement. Aujourd'hui, il faut regarder. L'autre projet, de dire on va aller sur la Gironde côté mer, attention à plusieurs points. Premièrement, est-ce que la ville est bien desservie par les transports, ouais. Parce que Bordeaux, c'est une agglomération. Dans la banlieue, il y a encore le tramway, mais après, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'il y a des services ? Parce que pour avoir de la plus-value, il va falloir à un moment donné, il y ait un engouement quand même pour la ville en question ou le territoire en question. Là, je dis attention de bien sélectionner, de bien choisir, parce que dès qu'on fait 50 ou 60 km en dehors de Bordeaux, c'est quand même beaucoup plus calme au niveau des prix. Et autrement, on nous dit qu'autour de Bordeaux, ce qui a un potentiel important, c'est Libourne notamment. Libourne qui est extrêmement demandé, extrêmement attractif. Les prix commencent à monter fortement, mais voilà, c'est un secteur à suivre. Et Libourne est desservi par le train, il y a des transports en commun, etc. C'est important. Question de Soka. Alors, quels sont les bons plans pour amortir son bien? Est-ce que le statut LMNP est-il le meilleur? Loueur en meublé non professionnel. Le statut loueur en meublé non professionnel, oui, est un statut intéressant parce qu'il permet d'amortir donc son bien. Et donc là, évidemment, ça permet de diminuer les revenus fonciers, donc de diminuer le montant de son impôt, c'est intéressant. Deuxièmement, dans ce statut, on est en fait un entrepreneur. Et donc, on va pouvoir déduire la quasi-totalité ou toutes les charges qu'on subit en tant que propriétaire d'un bien locatif. Il n'y a pas de contraintes, de limitations, etc. Même les frais notariés peuvent y passer. Donc, c'est très intéressant de jouer sur ce statut de LMNP qui a évidemment quelques inconvénients. Il nécessite la tenue d'une comptabilité, c'est normal, si on peut déduire toutes les charges. Il faut à un moment donné que quand même Bercy vérifie l'exactitude. Donc il faut faire souvent appel à un comptable, mais je dirais que ça vaut la peine de regarder. Alors pour bénéficier du LMNP, il faut faire moins de 23 000 euros de revenus annuels. Sinon après on passe dans d'autres statuts. Mais je dois avouer que c'est quelque chose à regarder de très près. Alors, on va regarder de très près la question de Tiffen. Quel intérêt d'investir dans l'immobilier classique alors qu'Airbnb peut rapporter 3 fois plus sans les contraintes? Alors Tiffen, oui, c'est vrai que dans le passé, certains ont utilisé Airbnb pour gagner de l'argent. Je dirais pas de manière facile, mais bon. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Les contraintes, ça commence. Et si on regarde Paris, Lyon, Bordeaux, les derniers textes réglementaires qui ont été adoptés, on voit que ça devient de plus en plus difficile. Bon, il faut, si c'est la résidence principale, louer moins de 120 jours. 120 jours par an, ça vous pouvez en tant que propriétaire, tout à fait. Y a pas de problème. Mais dès que vous engagez sur la résidence secondaire,
Il faut des numéros d'agrément, il faut avoir l'autorisation et parfois il y a des conditions. Ça veut dire qu'il faut transformer des mètres carrés de bureaux pour les rendre en logement. Alors là, le coût de l'opération... Personne ne le fait, ça. Ouais, personne ne le fait. Mais vous allez dire, oui, personne ne le fait, etc. Sauf qu'il y a des amendes possibles qui peuvent monter jusqu'à 50 000 euros. Et vous allez dire, oh, mais on n'osera pas me mettre 50 000 euros parce que je fais de la location Airbnb, etc. La ville de Paris a engagé quand même plusieurs dizaines de personnes pour aller surveiller ceux qui commençaient à avoir des revenus importants. Donc, ils sont 29 agents assermentés. C'est pas énorme, mais bon, ils sont 29 en tout cas à surveiller. Oui, mais ça augmente. Ça augmente. Ils veulent embaucher. Donc, attention. Moi, je dis, les contraintes commencent à devenir importantes. Donc, espérer gagner de l'argent dans les prochaines années que par Airbnb, ça va être un peu plus compliqué. Et que le différentiel avec la location classique, ça va un petit peu se rapprocher. Et puis donc on rappelle, Philippe, numéro d'enregistrement obligatoire pour Paris, Lyon et Bordeaux. Pour l'instant, d'autres villes aussi commencent à... Enfin, c'est pas que les taux se resserrent un petit peu, mais c'est vrai que beaucoup en ont profité. Et si on regarde ce qui se passe à l'étranger, dans tous les pays aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a une guerre menée contre Airbnb, mais il y a une réglementation de plus en plus forte. Il y a une régulation du marché immobilier. C'est vrai à Berlin, c'est vrai aux États-Unis. Et la France était en retard en matière de réglementation. On est en train de rattraper. Question de Didier. Alors, dans le cadre d'un achat en monument historique et en vue du prélèvement à la source en 2019, faut-il verser le montant de la dernière tranche de travaux en 2018 ou attendre 2019 ? En fait, investir en Malraux, est-ce que c'est encore intéressant ? Alors Malraux, qui permet de bénéficier de réductions d'impôts assez importantes, 120 000 euros. 120 000 euros. C'est pas négligeable. Alors le Malraux, à la différence du Pinel, du Célier, etc., ne donne pas droit au fameux acompte de 60% de la réduction d'impôt au mois de janvier. En revanche, le Malraux offre un autre avantage. C'est qu'au mois de septembre 2019, si on verse en 2018, pour répondre à la question, la réduction d'impôt est un crédit d'impôt. Oui, c'est très bien de le préciser, ça, effectivement. Et donc là, c'est intéressant. Et je dirais qu'il vaut mieux verser en 2018, si on le peut, parce que justement, là, le fisc fait plutôt un cadeau, entre guillemets, avec ce crédit d'impôt versé en septembre 2019. Beaucoup de questions aussi autour des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier. Question d'Hervé, est-ce que les SCPI sont à suivre? Et si oui, quels sont les meilleurs rendements et quels sont les pièges? Alors les SCPI, c'est très à la mode depuis, on va dire, un petit moment, dizaine d'années, oui. Ouais. Mais avec la baisse des placements financiers... On rappelle le principe simplement, SCPI. SCPI, c'est donc une société civile de placement immobilier. Pierre-papier. Pierre-papier. Ouais. On achète des parts de cette société et cette société investit dans du commerce, dans des bureaux ou dans des logements. Essentiellement maintenant, c'est plutôt commerce et bureaux. Et donc, ça offre un rendement. L'année dernière, c'était 4%, 4,5%. Ouais. Les meilleurs font au-delà de 6%, mais on a une moyenne autour de 4,5%. Donc, plutôt intéressant par rapport à d'autres formes de placement. En plus, on ne prend pas le risque de la gestion directe. On n'a pas à rencontrer le locataire. C'est une société qui le fait. Donc, à la place de l'investisseur. Bien se renseigner sur la société au départ. Et voilà, justement, dans les critères de sélection, c'est évidemment vérifier le sérieux de la société qui va gérer le portefeuille. Deuxièmement, et c'est lié, c'est de savoir quels sont les frais d'entrée, les frais de gestion. Car évidemment, on est dans de l'immobilier. Donc, les frais d'entrée sont importants parce que derrière, il y a les frais de notaire. De quel ordre à peu près? Ça peut monter à 10%. Donc, ça peut être 2 années 10%. Plus de 2 années de rendement. Donc, ce qui veut dire que la SCPI, il faut la détenir, évidemment, non pas 1 an ou 2 ans, mais plutôt 7, 8, 9 ans. C'est un placement à long terme. Les frais de gestion, il faut également regarder, parce qu'on peut avoir du 0,5, du 1, du 2, du 3%. Là, pareil, ça se regarde et c'est important. Et il faut également regarder la composition de la SCPI. Si c'est de la grande surface en grande couronne d'agglomération ou est-ce que c'est du bureau et du commerce dans le Triangle d'Or à Paris? C'est pas les mêmes rendements. Oui, parce qu'il faut tenir compte du taux d'occupation, c'est très important évidemment. Taux d'occupation, et on peut demander justement, ça fait partie dans les critères de sélection, la vacance, le taux de vacance des bureaux, des commerces. Et puis il y a un autre aspect à regarder, c'est la diversification. C'est comme les produits actions.
on peut avoir une diversification au niveau européen. Aujourd'hui, il y a un pays qui intéresse énormément les SCPI, c'est l'Allemagne, parce que les prix de l'immobilier augmentent en Allemagne depuis maintenant 6-7 ans, avec la croissance économique, avec l'histoire des migrations. Et donc, la plupart mettent des locaux allemands à l'intérieur. Ça, c'est plutôt positif. Mais il faut une diversification un peu plus large pour justement éviter un problème sur le marché français ou un problème sur un marché italien, espagnol ou allemand. Donc, à suivre, oui, mais quand même des points de vigilance, effectivement. Comme tout placement, il faut regarder ça avec attention, il ne faut pas y aller la tête baissée. Alors, question de Dominique. Je suis résidente fiscale en Suisse. Voilà, Dominique. Si je loue un appartement à Paris, pourriez-vous me confirmer que je ne suis pas assujetti à un prélèvement CSG, l'arrêt Ruyter, contrairement à ce qu'avancent les impôts? Ah, là, c'est un conflit de longue date entre les non-résidents et l'administration fiscale. Ça fait, depuis que la CSG existe, que c'est un combat. L'arrêt Ruyter en question a indiqué que l'administration n'avait pas le droit de prélever la CSG sur les non-résidents car c'était pour financer la sécurité sociale. Donc ce n'était pas un impôt. Donc oui, il y a eu cet arrêt et il y a eu une obligation pour l'État français de restituer la CSG prélevée de manière indue jusqu'en 2015. Ah, et depuis? Depuis, l'administration fiscale a fait passer un nouveau texte en loi de finances indiquant que, en fait, la CSG n'était pas un prélèvement social, mais était un prélèvement fiscal. Et donc, de ce fait, les non-résidents sont assujettis à la CSG. Et donc, Dominique devrait payer la CSG sur ses revenus fonciers parisiens. Après, il y a des recours donc en instance devant la justice. C'est un dossier qui va continuer à agiter le landerneau des fiscalistes et de l'administration fiscale. Très bien. Alors, question suivante. Les avantages. On a eu beaucoup de questions dans le domaine sur les SCI. Quels sont les avantages de créer une SCI familiale pour y placer des biens immobiliers achetés en commun? On pense surtout aux successions, évidemment. Alors, la société civile immobilière, ouais. Donc ça a un avantage, évidemment, pour pouvoir gérer en commun des biens immobiliers dans le cadre d'une famille, en vue justement de la préparation de la succession. En lieu et place de transmettre un logement, on transmet des parts. C'est plus facile à céder, à racheter. Ça évite des conflits au sein de la famille. Il y en a toujours un membre qui ne souhaite pas conserver l'appartement familial, qui souhaite avoir du liquide. On lui rachète ses parts. C'est plus simple que d'essayer de vendre l'appartement dans la panique après la succession. Donc c'est beaucoup plus souple et ça permet de concilier des intérêts divergents au sein de la famille. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Après, attention, c'est une société, il y a quand même des documents comptables à faire. Il y a des statuts à réaliser, il y a des documents comptables. Et il peut y avoir d'autres formules qui peuvent être pensées sous forme de société pas forcément civile immobilière pour pouvoir bénéficier par exemple des bénéfices industriels et commerciaux, car en ce qui concerne les SCI, on est forcément en revenus fonciers, donc il y a tous les inconvénients fiscaux des revenus fonciers. Donc là, c'est pas quelque chose qu'il faut faire de manière automatique, il faut demander conseil à des spécialistes, aux notaires en particulier, qui sont en général aptes à répondre à ce genre de questions. Très bien. Antoine nous demande les intérêts, les différences entre location nue ou meublée. Alors, location nue et location meublée, là, les avantages, location meublée, c'est le fait qu'on a un bail, non pas de 3, 6 ou 9 ans, mais la possibilité de faire un bail d'1 an. D'autre part, les délais de préavis sont plus courts. On peut chasser 1 mois. 1 mois, voilà. Donc c'est beaucoup plus souple que en location nue. D'autre part, sur les revenus tirés de la location, on peut être en BIC parce qu'on rend un service, le fait qu'on met à disposition des meubles, et donc on peut échapper à la fiscalité des revenus fonciers, donc on peut déduire plus facilement des charges. Donc là, c'est toute la logique, on va dire, des BIC qui joue. Et donc ça peut être évidemment intéressant. D'ailleurs, si on regarde un peu ce qui se passe sur le marché, on voit que les locations meublées ont fortement augmenté ces 10 dernières années au détriment de la location nue. Et on a parfois de la location meublée qui masque une location nue. Et ça, c'est autre chose. Et en matière de location attention d'ailleurs, parce que le fisc vérifie que c'est bien une location meublée. Il peut aller demander au propriétaire est-ce qu'il y a vraiment le lit, est-ce qu'il y a vraiment les meubles, etc. Donc attention de ne pas vouloir trop tricher là-dessus. Et en matière de location meublée, on peut rappeler que la loi Elan, en matière de politique du logement, prévoit un nouveau contrat de location, un bail
en meublé qui s'appelle le bail mobilité, qui sera réservé aux gens qui sont en formation professionnelle ou des étudiants, études supérieures, des gens en intérim, en contrat d'apprentissage. Et donc, ça devrait voir le jour en 2019, ce nouveau contrat de location qui sera garanti sans apport par la garantie Visale de l'État. Et donc, on a pris le système de la location meublée et on l'a adapté donc aux jeunes, en particulier ceux qui sont en formation professionnelle ou donc en début de leur insertion professionnelle. Et donc, c'est quelque chose qui, a priori, pourrait intéresser les propriétaires. Allez, merci. Dernière question. Dernière question, c'est Jean-Yves. J'hésite entre placer mon argent dans l'assurance vie et l'immobilier. Selon vous, qu'est-ce qui rapporte le plus? Je dirais que ce sont deux philosophies différentes. L'assurance vie, on est sur un produit qui est aujourd'hui multi-support, un fonds euro avec une garantie en capital, avec un rendement qui a plutôt baissé ces dernières années du fait des taux d'intérêt, donc 1,8%. Une autre partie, on peut le mettre sur les unités de compte, où là, il n'y a pas de garantie en capital, on est sur les marchés financiers, on peut avoir du rendement qui peut atteindre 4-5% en moyenne. Dans l'immobilier, on est dans une autre logique. On est sur la constitution d'un patrimoine physique avec un rendement qui peut être assez proche du 1,8%, voire être un peu en dessous, qui peut monter selon l'endroit, le lieu, la ville, selon le type d'investissement qu'on fait, qui peut monter à 4-5%. Donc on est dans des fourchettes qui sont voisines. La différence quand même entre le patrimoine immobilier, enfin plutôt l'investissement immobilier et l'assurance vie, c'est que sur l'immobilier, on va jouer sur l'effet de levier, ça veut dire qu'on peut emprunter de l'argent, et c'est vrai qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont faibles. Sur l'assurance vie, sauf exception, on ne peut pas donc emprunter. Je dis l'exception, c'est les SCPI, où là on peut emprunter pour acheter de ces SCPI. Mais bon, en règle générale, on n'emprunte pas. On est sur deux logiques. Alors, l'un et l'autre sont complémentaires. C'est qu'on peut utiliser l'assurance vie pour acheter son bien immobilier, justement pour asseoir un prêt et donc l'assurance vie va servir de caution. Donc, c'est pas inintéressant d'avoir l'un et l'autre. Et deuxièmement, l'assurance vie, c'est un produit également qui vise à gérer sa succession parce qu'on peut déroger au droit commun en matière de succession en choisissant des personnes qui ne sont pas dans l'ordre successoral logique imposée par le Code civil. Bon, on est sur Figaro Immo, on va dire en tout cas, investissez plutôt dans l'immobilier, surtout pas les yeux fermés, c'est important. Les deux produits ne sont pas opposés, il y a de la complémentarité, et d'ailleurs bien souvent ceux qui achètent dans l'immobilier ont de l'assurance vie, ils vont faire un rachat de leur assurance vie, ils vont vendre leur assurance vie pour acheter un bien immobilier. Donc l'un et l'autre sont nécessaires. Philippe Crevel, économiste, directeur du Cercle de l'Épargne, merci beaucoup, vous avez été très clair, c'était formidable, c'était un bel exercice. Merci à vous tous sur Figaro Immo qui avez posé vos questions, vous nous avez vus, on va continuer chaque semaine. Voilà, c'est notre credo, vous rendre service, vous qui voulez acheter ou investir dans un bien immobilier, d'avoir comme ça des experts, la chance d'avoir des experts en plateau qui répondent ici en direct sur Figaro Immo. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine émission des Clés de l'Immo.